450 000 morts et 70 000 disparus en l'espace de 18 ans. C'est le bilan effroyable de la guerre des cartels de la drogue au Mexique. De 2006 à 2024, les mafias se sont affrontées entre elles et contre les forces de sécurité. Cela a plongé tout un pays dans la terreur. Frédéric Saliba a couvert cette guerre pour le journal français Le Monde. Il en tire aujourd'hui un témoignage puissant. Il est notre invité. Bonsoir Frédéric Saliba. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes donc journaliste. Vous avez été correspondant pour le journal Le Monde au Mexique et en Amérique centrale pendant plus de 15 ans. Votre livre a pour titre « Cartel, voyage au pays des narcos ». C'est aux éditions du Rocher. En préambule, vous écrivez « Je n'étais pas correspondant de guerre, c'est la guerre qui est venue à moi ». Et cette confidence, vous dites que vous l'avez entendue à maintes reprises de la part de vos confrères mexicaines et mexicains. Quand vous arrivez au Mexique en 2006, très vite, vous allez comprendre ce que veut dire cette phrase concrètement. Oui, alors moi j'arrive au Mexique, j'étais journaliste économique, j'arrive au Mexique parce que j'épouse une Mexicaine qui m'amène là-bas et j'arrive pour faire des articles économiques et touristiques. Il se trouve que le nouveau président, donc Felipe Calderón, qui est mal élu, déclare à ce moment-là la guerre contre les cartels de la drogue, il déploie les militaires dans la rue, le conflit s'embrase. Et vous avez 18 ans plus tard, les chiffres que vous avez mentionnés, une véritable hécatombe. Alors c'est vrai que pour le commun des mortels, ça dure depuis 18 ans, on le dit, près de 20 ans. Pour le commun des mortels, le Mexique, cela a toujours été comme ça. La réalité est tout autre. Peut-être pas non un pays paisible, mais ce n'était pas la Colombie des années 1980, 1990, 2000. Comment il en est arrivé là ? Ça n'avait rien à voir, en effet. Il y avait, en effet, vous avez raison, des crimes. Il y avait à peu près 9 000, 10 000 homicides par an. Aujourd'hui, on parle de 30 000. Donc, ça a été quand même multiplié par 3. Le Mexique est un pays violent, en effet. Son histoire est violente. Il y a de la corruption. Il y avait déjà un terrain, un terreau fertile à ce type de choses. Mais le fait de déclarer la guerre au cartel de la drogue, de se focaliser et surtout d'employer donc des militaires avec des armes donc, fortes pour pouvoir contrer au nom justement de la sécurité, ça a embrasé une forme de conflit, c'est-à-dire que les cartels de la drogue étaient déjà en guerre entre eux, en concurrence vis-à-vis du marché américain, qui est quand même le premier marché de la drogue aujourd'hui. Quelle drogue en l'occurrence ? Comment ? Quelle drogue ? Alors, la cocaïne, c'est devenu l'Europe. Figurez-vous que l'Europe, aujourd'hui, est le premier marché de la cocaïne. Par contre, tout ce qui est drogue, méthamphétamine ou opioïdes, le fameux fentanyl qui tue énormément de gens, 100 000 morts aux États-Unis par an, quand même. On parle d'overdose, c'est énorme. Là, le marché américain est leader. Et ça passe par le Mexique ? Et ça passe par le Mexique. Alors, les cartels mexicains, autrefois, étaient des intermédiaires des cartels colombiens. Mais avec le déclin des cartels colombiens, en fait, les Mexicains ont pris la main sur tout le continent. Alors d'abord le sous-continent, mais figurez-vous qu'aujourd'hui, ils distribuent même la drogue dans les rues des États-Unis, les grandes villes américaines. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi un cartel ? Ça représente combien d'hommes ? On a l'impression que c'est presque une armée. Sinaloa, par exemple, c'est le nom d'une région, c'est le nom d'un cartel. Oui, d'ailleurs. Le fameux El Chapo. Bien sûr. El Chapo Guzman, qui est aujourd'hui donc en prison aux États-Unis, a été un des chefs de ce cartel pendant des années. C'est le cartel le plus important du Mexique. Il y en a un deuxième. Mais c'est vrai qu'un cartel de la drogue, en fait, on peut imaginer, c'est très difficile parce que on peut avancer des chiffres. Il y a des chiffres, 500 000 personnes seraient employées par les cartels de la drogue au Mexique. Très difficile à évaluer. Pareil sur les bénéfices que peuvent engendrer le narcotrafic. Rien n'est déclaré, évidemment. Mais est-ce que c'est un État dans l'État ? Alors, certains l'affirment. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, localement, ils ont des pouvoirs qui pourraient être les pouvoirs d'un État local. Par exemple, ils ont des centres d'écoute. Ils sont capables d'écouter. Ils sont capables de corrompre absolument toute une brigade, par exemple, de police. Ils peuvent avoir mis la main même sur des casernes ou sur des généraux par la corruption. Il y a notamment le tsar antidrogue, donc celui qui a lancé la guerre contre les cartels de la drogue, qui s'appelle Genaro Garcia Luna, qui est aujourd'hui aux États-Unis et qui est en fait jugé pour lien avec le narcotrafic. Donc ça veut dire que le tsar antidrogue qui a lancé la guerre était en fait un narco. Donc vous pouvez imaginer l'infiltration qu'il peut y avoir au sein des institutions. Tout ça sur 18 ans. Donc autant vous dire que la situation aujourd'hui est explosive. Grâce à l'argent, bien entendu, ils peuvent infiltrer toutes ces
strate de la société? Oui, c'est une forme de néolibéralisme fou furieux où c'est les profits qui sont recherchés. Alors vous avez évidemment la drogue, mais vous avez énormément d'autres secteurs, l'immigration clandestine, la prostitution. Il y en a une vingtaine. Les cartels mexicains sont dans tous ces secteurs, sauf un, qui est le trafic de matières nucléaires. Et ils ne sont pas encore rentrés dans ce marché, et on espère pour l'instant qu'ils n'y rentrent pas. La militarisation déclarée par le président Calderón a-t-elle exacerbé ce conflit au lieu de l'apaiser? Oui, alors c'est toute la thèse justement de mon livre, hein. C'est-à-dire que quelque part c'est une mauvaise guerre, c'est-à-dire que ça a été une guerre qui a été déclarée. Felipe Calderón est mal élu en 2006, il est contesté et donc pour appuyer son pouvoir, il déploie l'armée. Or, cette stratégie qui a été en fait plus politique que sécuritaire embrase les choses. Aujourd'hui, en fait, les cartels de la drogue se sont donc armés pour riposter contre les militaires. Donc vous avez des armes de guerre, ils ont des lance-roquettes, ils ont des drones bombardiers. Enfin, on parle quand même de technologies qui sont normalement les technologies d'un État. Comment ils se procurent ce matériel? Alors c'est très compliqué parce qu'en fait aux États-Unis les ventes d'armes sont libres. Il est très facile d'avoir accès donc à ce marché américain légal en fait. Et donc vous avez une partie des armes qui passent illégalement. Vous avez aussi une partie des armes qui sont vendues directement en fait à l'État mexicain et notamment à l'armée. Et figurez-vous que ces armes se retrouvent donc chez des policiers, enfin en tout cas et puis après dans les mains de narcotrafiquants. Alors ça veut bien dire quand même qu'il y a un espèce de corruption et de terreau comme ça, un peu putride, ou de putrification des institutions, qui est en effet assez alarmant. En Colombie, sur un autre sujet, mais sur les guérillas marxistes, notamment des FARC, le terme guerre civile n'est pas utilisé, c'est le mot violencia en espagnol avec un V majuscule. Comment les Mexicains, les médias, nos confrères là-bas qualifient-ils cela? Est-ce qu'ils utilisent le mot de guerre civile? Alors, le mot guerre est tabou au Mexique aujourd'hui parce que l'actuel président mexicain, qui d'ailleurs quittera ses fonctions le 1er octobre, a déclaré la fin de la guerre contre les cartels de la drogue. Cela dit, il a multiplié par 3 le nombre de militaires dans les rues. Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Il a multiplié par 3 le nombre de militaires. Exactement. Alors qu'il veut démilitariser. Oui, c'est-à-dire Felipe Calderón, en 2006, déploie 30 000 militaires. Enrique Peña Nieto, donc son successeur, en a 50 000. Aujourd'hui, vous en avez 90 000. Et López Obrador a créé une gendarmerie qui est sous mandat civil, mais qui est en fait peuplée d'anciens, enfin en tout cas, ses membres, la majorité sont d'anciens militaires. Et donc, il s'appuie sur les militaires. Lui, son argument, c'est tout simplement de dire que la corruption est partout et qu'il ne peut pas s'appuyer sur la police puisqu'elle est corrompue. Donc, il s'appuie sur les militaires. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, il met en danger, en fait, le corps de l'armée en lui-même, qui lui-même est en train de devenir. Mais les militaires ne sont pas... J'allais vous demander s'ils étaient corrompus. Ils le sont, dites-vous? Ouais. Alors, ils le sont. C'est l'institution la plus populaire au Mexique. Mais évidemment, une grosse partie des généraux le sont. Il y a des histoires, moi j'ai enquêté, d'ailleurs c'est dans mon livre, et simplement il y a une protection totale de l'armée par le président Andrés Manuel López Obrador. Quelle est la situation aujourd'hui? Le nouveau président veut s'attaquer aux causes, aux racines du mal? Alors c'est une nouvelle présidente, hein, c'est Claudia Sheinbaum qui a été élue, mais qui est en fait quelque part qui succède à López Obrador et qui est proche de López Obrador. Elle poursuit la même stratégie, qui n'est pas une mauvaise stratégie d'ailleurs, qui est une stratégie où il faut s'attaquer aux causes. Ça, moi, je l'ai écrit 10 fois, 100 fois, que la pauvreté fait le lit de la criminalité. Le problème, c'est que ça prend du temps, vous voyez, c'est des réformes sociales. Le Mexique est un pays où 40% de la population est pauvre. Alors, le problème, c'est que vous n'avez pas d'ascension sociale. Le narcotrafic est un moyen d'avoir une ascension sociale, et c'est le gros problème. Alors, López Obrador a développé tout un certain nombre de programmes sociaux. Le problème, c'est que c'est lent à mettre en place. Ça crée, en fait, un vide. Et comme vous le savez... La nature a horreur du vide, ouais, vous alliez le dire. Vous dites que les cartels mexicains ont pris pied en Europe. Comment? Pourquoi? Alors ça, c'est lié notamment... Enfin, les cartels mexicains ont toujours eu des accords en Europe, puisque de toute façon, et les cartels colombiens aussi, puisque la cocaïne vient et est produite seulement dans 3 pays, en fait. Hein. Vous avez la Colombie, vous avez la Bolivie, et vous avez le Pérou. Donc en fait, les cartels mexicains ont toujours
envoyer de la drogue en Europe. Maintenant, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, ils se sont rapprochés. L'Europe est un marché pour les cartels mexicains à conquérir. Et donc, ils ont des associations, notamment avec des mafias italiennes, mais aussi ailleurs. On a vu en Belgique un ministre qui a failli se faire enlever, notamment. On a parlé à ce moment-là, effectivement, non pas de mexicanisation, comme disent certains, mais en tout cas je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais en tout cas, effectivement, d'une similitude. Oui. Alors, dans l'idée de mexicanisation, alors toute proportion gardée, évidemment, 400 homicides l'année dernière en France, 30 000 au Mexique, on n'est pas dans les mêmes chiffres, évidemment. Cela dit, il y a des similitudes quand même, et il faut faire attention, c'est-à-dire que cette ultra-violence, avec des armes de guerre, des meurtres en plein jour, commence à apparaître, on ne le voyait pas auparavant. Vous avez ces jobbers, ces jeunes qu'on emploie dans des points de deal... mineurs au Mexique. Moi, j'ai écrit plusieurs articles, et d'ailleurs, dans mon livre, il y a aussi ça, ce sont ces enfants tueurs. Et donc, comme ça, il y a la corruption, et puis surtout des laboratoires avec ces drogues de synthèse dont je vous parlais, qui sont aujourd'hui produites directement sur le territoire européen. Et notamment, on s'est aperçu en enquêtant que... des chimistes en fait colombiens et mexicains sont présents souvent dans ces équipes et dans ces laboratoires. Est-ce qu'il y a des représentants de ces cartels mexicains sur le sol européen? Alors, vous avez des Mexicains, vous avez des Colombiens. Est-ce que ces Colombiens sont rattachés à un cartel? C'est très difficile à savoir. Pour l'instant, on n'en a pas eu la preuve. On enquête. Merci beaucoup Frédéric Saliba. Cartel, voyage au pays des narcos, c'est aux éditions du Rocher. Un livre à lire si vous voulez vraiment savoir comment le Mexique, ce grand pays d'Amérique du Nord, pays d'Amérique latine et d'Amérique du Nord, a plongé dans le chaos et la violence. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.